Alors, l'activisme web désigne l'ensemble des actions de résistance politique, sociale ou féministe menées par des internautes dans un esprit de revendication et met donc à profit l'ouverture contributive des réseaux depuis le Web 2.0, le Web dit participatif. Alors, les modalités de cet activisme se déploient dans toutes les sphères du Web, y compris celles des pratiques artistiques. La volonté commune à toutes ces manifestations demeure d'afficher ouvertement une résistance, une mise à distance critique face aux différentes formes de domination et de contrôle qui sont exercées par les instances de pouvoir actuelles. Alors, si le registre de ces actions est varié, du micro, une petite communauté, au macro, la collectivité web, l'œuvre visera toujours au-delà d'elle-même. Ainsi, sa finalité n'est plus simplement dans l'objet qu'elle construit, ni dans le rapport au spectateur qu'elle tente d'installer. Elle cible l'organisation même des sociétés pour proposer de nouveaux modèles du vivre ensemble. Ainsi, tout le pouvoir politique de l'activisme repose sur la croyance au potentiel de transformation que peuvent générer les pratiques et les représentations artistiques, ce qu'on nomme performativité du web. Alors, l'activisme web est donc indissociable de la notion de communauté-collectivité. On y retrouve des dénonciations ciblant des formes naturalisantes du pouvoir, particulièrement insidieuses lorsqu'elles demeurent invisibles. Alors, évidemment, sexisme, racisme, hétéronormativité, néolibéralisme, abus policiers, militaires, religieux, etc., exploitation sexuelle, vision technophile des relations sociales et dépendance aux dispositifs technologiques. La liste est longue. Alors, les pratiques d'infiltration et le format manifeste, qu'il soit d'imposition ou d'opposition, sont en fait des formes privilégiées d'activisme web. Alors, je vous présente deux exemples d'œuvres qui sont assez séparées dans le temps au niveau de la temporalité web, mais qui sont, à mon avis, significatives. Donc, des pratiques d'infiltration qui utilisent souvent les conventions du réseau Internet pour les détourner. On y trouve ainsi plusieurs actions visant, par exemple, à reproduire ou, de manière plus radicale, à s'infiltrer dans un site institutionnel ou commercial pour y placer un élément étranger et dissonant qui viendra transformer notre lecture, un élément qui modifiera radicalement la manière de voir et de comprendre les symboles ou les systèmes qui sont visés. Alors, un des premiers exemples de résistance par infiltration est celle menée par le collectif eToy à la fin des années 90, une des œuvres les plus connues du collectif de Zurich, dont le but est d'exploiter, vous l'avez peut-être compris, avec ironie, le corporatisme web, se présente sous la forme d'un jeu. Il s'agit d'une action collective menée par des artistes, le collectif eToy en minuscule, contre un marchand de jouets en ligne, eToys, avec le T majuscule. Alors, il faut se rappeler que le commerce en ligne, en 99, émerge donc, lequel transformera l'espace public du web en gigantesque centre commercial qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, le nom eToy du collectif artistique fait alors l'objet d'une tentative d'achat infructueuse par une firme de jouets américaine, eToys, et par la suite d'une tentative de fermeture hostile. Alors, le détaillant de jouets poursuit les 7 artistes afin de leur retirer les droits sur leur nom de domaine qu'ils jugent trop près du leur, bien que les artistes aient inscrit leur nom 2 années avant. En guise de résistance, le collectif artistique lance le 12 décembre 1999 un jeu en réseau anticapitaliste, New Internet Game Designed to Destroy etom.com. Alors, une bataille sur un nom de domaine devient une guerre en ligne au nom de la libre circulation sur Internet. Dans le jeu, les internautes sont invités à devenir des soldats eToy et à opérer des attaques successives sur le site de l'entreprise afin d'empêcher les ventes en ligne, notamment par la création d'acheteurs virtuels qui procédaient en boucle et à répétition à la sélection d'items sans toutefois compléter la transaction, ce qui eut pour résultat de saturer le site et de rendre tout achat réel très difficile. Comme les artistes le mentionnent, le soldat jouet s'attaquait à une énorme compagnie qui voulait jouer avec nous. Alors, Bernard Goguet rapporte dans son article « eToy pour un activisme communautaire » publié dans Parachute en 2001 que le chiffre d'affaires de la compagnie diminue radicalement. Hein? On est 12 jours avant Noël, 13 jours avant Noël. Sa cote au Nasdaq passe de 67 à 15 $ suite aux attaques encouragées par les pirates artistes.
La firme eToys était vulnérable car elle n'existait qu'en ligne, contrairement à d'autres marchands de jouets pour lesquels le web était une extension de leur magasin. Alors, le collectif artistique gagne la bataille juridique en 2000. La firme retire sa plainte et verse 40 000 $ de compensation pour les frais juridiques. Elle ferme définitivement ses portes par la suite, alors que le collectif eToy poursuit ses activités dans des occurrences et des festivals, par exemple, durant quelques années, comme celui de Ars Electronica. Alors, mon prochain exemple, c'est une performance, c'est la performance de Mélissa Bertrand et de Léla Cassar qui s'appelle Online Slot et qui s'inscrit dans le courant que moi j'appelle cyberféminisme, mais que je n'associe à aucune vague du féminisme parce que ma catégorie est très vague. Et elle va mettre, très large, pardon, pas vague, très large, et elle va mettre à profit la notion de surveillance. Donc, cyberféminisme est deux termes que je résume ici très rapidement. Alors, le terme cyberféministe est apparu au début des années 90, émergeant simultanément de sources différentes. On relie habituellement son apparition à l'année 1992 et aux manifestations artistiques du collectif Venus Matrix en Australie et aux travaux notamment de la théoricienne Sadie Plant. Pourtant, ce sont les années 2000 qui verront le cyberféminisme éclore dans toute sa complexité, ceci étant notamment dû à l'accessibilité grandissante du web, bien que cette accessibilité ait des limites, comme Julie et Mélanie l'ont dit. Alors, le terme cyberféminisme évolue rapidement, se développe sur plusieurs fronts à la fois, soulevant par le fait même des problématiques d'une très grande variété, que nous pourrions regrouper toutefois sur la grande rubrique générale de l'exploration de la relation entre femmes et technologie dans une perspective féministe. Le cyberféminisme vise l'amélioration globale de la condition des femmes, autant dans le cyberespace que dans la vie tangible, ce que font ces deux artistes par le projet. Elle vise aussi la création d'un espace inclusif qui tienne compte des enjeux de plusieurs groupes minoritaires. Alors, cette exploration se déploie dans les sphères théoriques et critiques, mais s'illustre aussi dans les formes expérimentales de la création artistique contemporaine, dont Online Slot est un exemple très récent. Il me semble important de spécifier ici que le web n'est pas le premier lieu d'une appropriation massive par les groupes de femmes, appropriation technologique, j'entends. Donc, une technologie portative comme la vidéographie dans les années 70 a connu le même engouement. Et les raisons de cette appropriation sont encore souvent les mêmes. Donc, on parle d'accessibilité du médium, de maniement relativement simple, de coûts relativement abordables, de la nouveauté d'un médium qui ne porte pas tout le poids et la lourdeur de la tradition, donc qui permet un pouvoir d'expression relativement inédit, et bien sûr un impact social et la possibilité de rejoindre un très large public. Donc, par définition, le cyberféminisme est une pratique activiste liée à l'idéologie d'ouverture propre au réseau, visant le partage de connaissances autant techniques que théoriques, de même que l'accessibilité des outils de création et de diffusion pour les femmes et les groupes de femmes. Mon deuxième concept, c'est le concept de surveillance, qui est dans le sens premier que lui donne Steve Mann en 1998, une forme de résistance face à la prolifération des caméras de surveillance. Alors, Mann propose que par une stratégie réflexionniste, on utilise les technologies portatives comme les plateformes mobiles équipées de caméras dans le but de déjouer ces dispositifs de contrôle en retournant les caméras vers le panopticon, c'est-à-dire vers ceux qui nous surveillent. Dans son texte de 1998, il explique qu'il s'agit de s'approprier les outils de la société de surveillance pour les détourner. Mais d'acte premier de résistance, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la surveillance désigne aussi la surveillance exercée au quotidien par les citoyens entre eux, et peut être considéré comme une double aliénation. Nous sommes à la fois surveillés par les dispositifs d'autorité et surveillés sous le regard constant des caméras de nos concitoyens. Alors, je retiens ici l'idée de miroir ou réflexivité particulièrement importante dans Online Slot, qui repose sur le constat, et je cite les artistes, que dans le monde virtuel d'Internet, les femmes sont tout autant interpellées, envahies, harcelées, que dans l'espace public réel, en donnant à partager l'expérience d'un corps féminin mis aux enchères sur le web.
Alors, le duo de performeuses propose de détourner la marchandisation du corps féminin par une action réflexionniste, comme le désigne Mann, en combinant les espaces publics, physiques et en ligne. Le panopticon des hotcams côtoie les commentaires projetés des internautes, souvent anonymes, mis en scène en direct lors de la performance, où deux artistes se font face et échangent entre elles des messages qu'elles reçoivent en direct parce qu'elles sont sur des plateformes de discussion en ligne à contenu sexuel et dont la description du site que vous avez vu tout à l'heure résume un petit peu la stratégie. Je vous lis une brève citation. L'image diffusée sur un site de hotcam est projetée live. Ici, c'est dans la librairie Le Guélion en septembre 2018 et perpétuellement commentée par les internautes. Elle restitue les messages envoyés par leurs prétendants assaillants et harceleurs du web sur toute forme de plateforme, allant des sites de rencontres au compte Facebook privé. Dans cette surenchère, leur corps pris en cible par une jante masculine souvent cachée sous un pseudonyme rend compte de la continuité entre virtuel et réel, entre espace public, espace privé, entre désir et oppression. Fin de la citation. Donc, je vous montre quelques autres photos tirées de cette occurrence qui a eu lieu le mois dernier à Montréal. Déplacer l'espace public du web dans l'espace public d'une librairie pour une, par exemple, des performeuses, le cadrage favorisait l'impression qu'on était dans un espace privé, alors que pour l'autre, les internautes pouvaient deviner qu'elle était dans une librairie, donc le leur fonctionnait un petit peu moins bien. Donc, pour terminer, l'œuvre joue de l'extimité du web, elle exploite ouvertement la curiosité libidinale des internautes en utilisant leurs attentes, traduites par leurs commentaires, comme matériaux à des fins critiques. Car c'est en reprenant cette parole, écrivent les artistes, et je les cite, que les performeuses nous font basculer de l'interpellation constante et envahissante à des actions de résistance artistique. Fin de la citation. Une appropriation réflexionniste des outils du web et de son voyeurisme et de la pulsion scopique qui joue sur la vraisemblance de la représentation, retournant le miroir médiatique et ses fantasmes aux fins d'une révélation politique et polémique, je dirais. Le véritable sujet de l'œuvre devient ainsi la quête libidinale de l'internaute, révélée au public, mais pour qui, pour cette fois, n'aura pas l'occasion d'aboutir. Merci.